Soyez les bienvenus dans Économie le Max sur i24 News. Voici les titres de cette édition. Plus de 2 milliards de dollars par an, les exportations israéliennes en technologie liées à l'eau ont le vent en poupe. L'eau et son traitement sont au cœur des préoccupations, y compris politiques, et notamment au Moyen-Orient. Et en matière d'innovation, Israël fait figure de leader mondial avec une expertise unique. Nos équipes étaient présentes au Salon international WATEC qui a lieu cette semaine à Tel Aviv. On en parle avec notre invité Roni Sarfati. Et puis gros plan aujourd'hui aussi sur un marché qui pèse déjà près de 200 millions d'euros en France. Un produit qui, après avoir suscité l'espoir, est devenu une source de controverse. La cigarette électronique est, dit-on, le nouvel épouvantail des industriels du tabac. Nous verrons que les choses sont loin d'être aussi évidentes. Rendez-vous en seconde partie d'édition. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. D'abord, comme chaque jour, un point sur l'essentiel de l'actualité économique du jour. Et elles sont 124 banques européennes qui vont subir à partir du mois prochain un examen approfondi de la part de la BCE. Et certaines d'entre elles peuvent trembler. Le FMI prévoit déjà des pertes de 230 milliards d'euros pour les seules banques italiennes et espagnoles. Endettement, financement, liquidité, rien ne doit échapper à l'œil de la Banque centrale européenne qui passera aussi en vue l'intégralité des types d'actifs. En parallèle, de nouveaux tests de résistance sont prévus pour déterminer la capacité de ces banques à faire face à des chocs importants. La BCE vise 3 objectifs: transparence, réparation et confiance des investisseurs dans le système bancaire de la zone euro. L'annonce de cet audit a été faite hier. Les résultats seront connus dans un an. Et quoi qu'il en soit, l'euro, lui, gagne du terrain face au dollar. La monnaie unique a atteint hier son plus haut niveau depuis novembre 2011 à 1,3786 $. Progression aussi face au yen japonais avec là encore un sommet qui n'avait plus été atteint depuis 4 ans. L'euro profite en réalité de la fatigue du billet vert dans la foulée de la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Nous vous le disions hier, les créations d'emplois à 148 000 en septembre sont nettement en dessous des attentes. Du coup, la Fed américaine pourrait poursuivre ses injections de liquidités, de quoi affaiblir un peu plus la monnaie US. Et c'est dans ce contexte que Bruxelles a officiellement donné son feu vert hier à la réouverture des négociations en vue d'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Le prochain volet des discussions sera examiné à partir du 5 novembre. Un nouveau chapitre après une parenthèse de 3 ans, mais très peu d'illusions sur une issue à court terme. Les obstacles restent nombreux, à commencer par les craintes concernant l'immigration. Et puis la question kurde et l'absence de règlement sur Chypre pèsent aussi dans la balance. Avec ses 75 millions d'habitants, la Turquie, candidate depuis 1999, s'appuie sur une croissance toujours nettement au-dessus des standards européens, 3,6% pour cette année. Et puis c'est sans doute à l'heure actuelle l'un des secteurs les plus sinistrés dans l'un des pays les plus durement touchés par la crise en Europe. Mais Bill Gates croit dans l'avenir du BTP espagnol. Celui qui est redevenu cette année l'homme le plus riche du monde vient d'investir 113 millions d'euros pour acquérir 6% du groupe espagnol FCC, un groupe en phase de reprise. Réaction immédiate sur les marchés juste après l'annonce. Le titre FCC s'envolait littéralement hier à la Bourse de Madrid, plus 10% en début de séance. Et à Madrid, on veut croire que la roue a tourné, puisque selon les estimations de la Banque centrale ce matin, le pays, après 2 années de récession, affiche au 3e trimestre une croissance de plus 0,1%. Le chômage reste lui à son plus haut historique, au-dessus des 26%. Plus qu'un défi environnemental, l'eau est aujourd'hui un enjeu économique. L'augmentation de la population mondiale engage des réflexions quant à la consommation et au traitement de ce symbole de vie plus précieux que jamais. Le Salon international WATEC, qui est consacré aux technologies de l'eau, se tient en ce moment même à Tel Aviv. L'occasion de faire le point sur un marché qui chiffre en milliards de dollars. Mention spéciale au savoir-faire israélien. Avant d'en parler avec notre invité, on regarde ce reportage exclusif. Daniel Roth, Johanna Citruc. Cette semaine, Israël devient la vitrine des technologies de l'eau. WATEC s'installe à Tel Aviv. Il s'agit d'une exposition internationale qui regroupe les industries de l'eau, des eaux usées, de l'énergie et de l'environnement. Un rassemblement qui réunit près de 300 exposants venus de plus de 100 pays différents. Parmi eux, 34 start-up qui cherchent à se faire un nom. Nous savons tous que l'eau est devenue le 5e secteur à la plus forte croissance dans le monde. Il y a environ 20 000 personnes. Et cette année, l'accent est mis sur le côté industriel, alors qu'avant c'était plutôt sur le côté municipal. Si WATEC se déroule à Tel Aviv, c'est parce qu'Israël est un leader dans le domaine. Le pays doit faire face depuis longtemps au manque d'eau. En 2012, les exportations high-tech en rapport avec ce secteur ont dépassé les 2 milliards de dollars. Une augmentation de 170% sur les 6 dernières années. Mais bientôt, d'autres pays vont se retrouver dans la même situation.
Un rapport de l'ONU indique que d'ici 10 ans, 2/3 de la planète sera confrontée à des pénuries d'eau. La population mondiale augmente, mais la quantité d'eau qui est disponible n'augmente pas de la même façon que la croissance démographique. Ainsi, de plus en plus de pays sont confrontés à des défis majeurs. Fournir des quantités d'eau douce suffisantes, mais aussi gérer l'ensemble des eaux usées. Ce rassemblement est l'occasion d'établir des liens essentiels pour promouvoir l'économie de l'Ontario, une industrie de plus de 400 milliards de dollars dans le monde entier. Je suis ici avec un certain nombre d'entreprises canadiennes spécialisées dans le secteur de l'eau pour renforcer le partenariat qui existe déjà. Au Canada, l'industrie de l'eau emploie environ 22 000 personnes dans près de 1000 entreprises différentes. Deux des technologies les plus impressionnantes ont été élaborées en Ontario. La purification par rayons UV et la filtration membranaire, une technique de filtration très poussée. Nous cherchons à trouver des partenariats avec des entreprises qui partagent nos points de vue et des gouvernements partout dans le monde. Évidemment, Israël et la Cisjordanie sont des lieux appropriés pour commencer. Selon le ministre, 92% des exportations de l'Ontario vont aux États-Unis et dans l'Union européenne. Et puisque l'Union européenne vient de signer un accord de libre-échange avec le Canada, la quasi-totalité des droits de douane seront supprimés. Une bonne nouvelle pour l'avenir de l'eau. Une bonne nouvelle pour l'eau, une bonne nouvelle aussi pour les sociétés, les pays qui ont pris une longueur d'avance au niveau de l'innovation. Et nous avons le plaisir d'accueillir un vrai professionnel de l'eau, Roni Sarfati. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur expert dans le traitement des eaux et vous êtes aussi consultant dans le secteur. Alors, on a vu l'importance d'un salon comme Wattec pour développer des partenariats, pour s'ouvrir de nouveaux marchés. Vous qui êtes dans le milieu depuis 20 ans, quel regard portez-vous sur l'évolution du marché de l'eau ces dernières années? Quelles sont les innovations qui vous ont le plus marqué? Alors, une évolution, il y en a une assez rapide. Évidemment, on n'est pas dans le high-tech, mais quand même, on évolue pour du low-tech, disons, rapidement. D'une part, c'est le high-tech qui se lie de plus en plus au low-tech. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a, pour avoir des données précises, on a de plus en plus de données. Et surtout, un autre aspect qui est très intéressant, c'est qu'on va de plus en plus vers le environmentally friendly, c'est-à-dire respectueux de l'environnement, avec moins de produits chimiques, du traitement qui consomme beaucoup moins d'énergie. Donc on est vraiment dans des optimisations, voilà, développement durable. Alors parlez-nous un peu de ce savoir-faire. On a vu exceptionnel celui d'Israël en matière d'eau usée. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous pouvez comparer l'approche israélienne avec l'approche française? Deux pays qui sont très différents au niveau des données. Oui, effectivement. Israël a un problème, comme c'était dit dans le reportage. Ça fait maintenant... depuis donc qu'Israël existe, on sait qu'il y a un problème de manque d'eau, à savoir que Israël fait partie des 8 pays qui ont le moins d'eau par habitant au monde, sachant que les 7 autres pays sont tous dans la région. Okay, c'est Israël, la Jordanie, etc. Donc les données locales, il faut, et voilà, on n'avait pas le choix exactement. On n'avait pas le choix, donc il fallait faire. Donc les Israéliens ont été très inventifs très rapidement. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, à cause de la pression démographique notamment, l'ensemble du monde commence à avoir le même problème que Israël a déjà depuis 50 ans. Donc les problèmes qu'ils commencent à voir, c'était le problème d'hier d'Israël. Et pour vous aujourd'hui, le vrai problème, le défi pour demain, c'est plus, pour Israël, pour la planète aussi, c'est plus au niveau du manque d'eau ou surtout au niveau du traitement justement des eaux usées? Alors c'est tout à fait lié, puisque l'eau est un cycle, l'eau on remet à la nature. Ce qui est spécifique en Israël, c'est que c'est totalement directement lié, puisque le traitement des eaux usées, on traite l'eau usée, on la rend de qualité très élevée et on la réutilise directement, en l'occurrence par l'agriculture. À savoir que plus de 75% de l'eau est réutilisée. C'est-à-dire que l'eau, chaque goutte d'eau est utilisée 2 fois, ce qui est de très loin effectivement le premier pays au monde en réutilisation des eaux usées, à savoir que le deuxième, c'est l'Espagne avec 12% seulement. Ouais, donc il y a un grand écart. Est-ce que vous pensez que l'eau peut devenir le nouveau pétrole avec un des enjeux géostratégiques, avec des prix qui se négocient sur les marchés comme le pétrole? Alors, on n'est pas dans le même cas, puisque si on parle de l'eau brute, de la matière première eau brute, elle est gratuite dans le monde entier. Ce qu'on paye, quand on paye notre facture d'eau, on paye en fait le service qu'on apporte à l'eau, c'est-à-dire le traitement, le stockage et le transport. Donc on ne paye pas en fait l'eau brute. Donc l'eau brute n'a pas de prix, enfin elle a un prix gratuit, c'est le traitement. Évidemment, le traitement est différent suivant l'endroit, puisque là où on la prend, la qualité de l'eau, elle serait différente, le transport peut être plus ou moins long, etc. Vous avez des données économiques sur l'importance du marché de l'eau aujourd'hui en Israël ou dans le monde? Oui. Alors, ça a été dit dans le reportage. Donc, on a 2 milliards de dollars, plus d'1,5 milliard de dollars de technologies de l'eau qui sont exportées. Okay, on parle bien d'export.
dans l'ensemble des pays du monde, vraiment. Il y a, je pense, quasiment aucun pays qui échappe à ça. La France est le 4e pays en termes d'export, donc avec 70 millions de dollars. Dollars ou d'euros, je ne sais plus exactement, un peu moins, mais enfin qui est en fort développement. Il y a eu plus de 100% de développement en 4 ans. Okay, et cette année, on prévoit 12% encore d'évolution. Là encore, je parle de l'export des technologies de l'eau. On ne parle pas d'export de l'eau, mais d'export des technologies de l'eau. Israël est le leader technologique au niveau mondial de l'eau, ça de manière totalement claire et incontestée. Merci Ronnie Sarfati d'avoir accepté notre invitation. Merci, avec plaisir. Allez, gros plan à présent sur ce marché en plein essor, celui de l'e-cigarette. Déjà 500 000 vapoteurs en France, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors pour certains, elle est vue comme une porte de sortie du tabagisme, mais pour d'autres, c'est exactement l'inverse. De nombreux professionnels de la santé avertissent, la cigarette électronique pourrait bien être un tremplin, et notamment pour les jeunes, vers la cigarette tout court. Regardez. Donny a quitté son travail d'infirmier pour ouvrir son propre magasin de cigarettes électroniques à Los Angeles. Une affaire en or. Nous connaissons une croissance de 10 à 15% par mois. Nous avons ouvert ce magasin pour aider les fumeurs à passer à la cigarette électronique, qui est meilleure pour la santé. Selon une récente étude scientifique aux États-Unis, 60% des fumeurs testés ont réduit leur consommation de tabac grâce à la cigarette électronique. Malgré un manque de recul sur une éventuelle nocivité des jus à fumer, les commerçants affirment que leurs produits sont sûrs. Rien n'est sorti pour l'instant qui démontre que c'est nocif pour la santé. Nous n'avons pas d'études approfondies, mais la plupart des choses sont saines. Ici, les clients peuvent goûter près de 200 parfums. Les saveurs fruitées, sucrées sont les plus populaires. Là, je goûte au melon et avant, j'ai essayé la banane. Des parfums prisés par les jeunes. Aux États-Unis, un jeune non-fumeur sur 4 a déjà essayé la cigarette électronique, pourtant interdite aux moins de 18 ans. De quoi alarmer les professionnels de santé. Plus tard, ce ne sera pas assez fort pour eux. Ils passeront à la cigarette. L'habitude, le geste, rien ne change. En fait, ça les encourage à fumer. Les fabricants de jus, eux, assurent ne pas viser les jeunes et mettent en avant un marché qui séduit avant tout un public adulte. Nous n'avons pas besoin de vendre aux enfants. Ce truc se vend tout seul à tous ceux qui veulent vapoter et qui ont l'âge de le faire. Pour l'instant, ce qui préoccupe ce créateur de jus, c'est qu'aucune loi ne réglemente sa profession. Est-ce que ce jus a été fait dans un garage? Est-ce qu'il a été fait dans un environnement propre? Est-ce hygiénique? Moi, personnellement, c'est pour ça que je veux que des règles entrent en vigueur. En attendant une législation promise pour bientôt par les autorités américaines, le marché continue de croître et devrait générer cette année aux États-Unis 1,7 milliard de dollars. Johanna Citruc nous a rejoint pour sa revue de presse quotidienne. Bonjour Johanna. Bonjour. On commence avec un projet insolite, un simulateur budgétaire en ligne. Oui, c'est l'Institut Montaigne qui a mis sur Internet un simulateur budgétaire. Chaque internaute peut donc piloter le budget de la France et rien de très compliqué. On joue simplement avec les dépenses et les recettes et on voit comment la dette et le déficit évoluent. Alors, est-ce qu'on peut voir comment ça fonctionne? Alors oui, bien sûr, on va prendre un exemple. Donc, on augmente l'impôt sur le revenu de 2%, comme vous le voyez à l'écran, c'est-à-dire de 11,6 milliards d'euros. Et résultat, les recettes augmentent par rapport aux dépenses. L'État a donc plus d'argent, ce qui lui permet de réduire son déficit. Et pour 2014, il passe donc de 92,8 à 82,5 milliards d'euros. Finalement, on peut faire pareil avec tous les leviers de l'économie et tout le monde peut prendre la place, peut se mettre dans la peau de Pierre Moscovici. Johanna, on continue avec Apple. C'est hier qu'a enfin été dévoilé le nouvel iPad. Oui, tout le monde s'attendait à un nouvel iPad, un iPad 5, un iPad donc plus fin, plus léger, mais aussi plus rapide. Et finalement, le PDG d'Apple a expliqué que les changements étaient tellement importants que cette nouvelle tablette méritait
un nouveau nom et c'est l'iPad Air, après le MacBook Air, l'iPad Air, et il sera commercialisé le 1er novembre dans une quarantaine de pays, dont la France. Et au niveau des prix, on a des informations? Alors l'iPad Air le moins cher coûtera 489 € pour 16 gigaoctets et le plus cher sera à 765 € pour 128 gigaoctets, des prix qui confirment donc le statut de marque de luxe d'Apple, mais c'est une stratégie comme une autre puisque en vendant ses produits plus chers que ses concurrents, Apple fait plus de profit qu'en en vendant moins en fait, mais à des prix en vendant plus mais à des prix moins élevés. C'est l'inverse de concrètement, Google ou Samsung. Exactement. Concrètement, c'est plus rentable pour Apple par exemple de vendre 3 tablettes à 700 € que 4 tablettes à 500 €. Et outre le prix, la marque commence à recruter aussi des personnes qui viennent du secteur du luxe. On a appris dernièrement donc la venue de Angela Arendt de Burberry et de Paul de Venne de Yves Saint Laurent. Et tout ça semble plutôt bien fonctionner puisque fin septembre, Apple est devenue la première marque mondiale en termes de valeur. Et c'est un exploit puisque c'est Coca-Cola qui dominait le classement depuis 14 ans. Et bravo Apple, bravo Johanna et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient dès demain et vous retrouverez nos émissions sur www.i24news.tv, rubrique TV, replay. En attendant, l'info continue. Restez avec nous.